On y va. Je m'excuse, je suis enrouée, donc vous me direz si vous entendez pas bien. Je vais suivre le plan de tous ces points sur les hépatites médicamenteuses. Et c'est les objectifs qui sont marqués un peu partout dans ce que vous pouvez lire au point de vue polycopié. Donc, premier point, pourquoi le foie, l'organe du foie est-il très exposé aux médicaments? Qu'est-ce que l'effet de premier passage? Ça, c'est un rappel à cause des problèmes de différence, si vous voulez, voie orale, voie IV pour certains médicaments, c'est important. Métabolisme hépatique, rappel, induction, inhibition, interactions médicamenteuses qui peuvent jouer un rôle important dans l'hépatotoxicité, les formes d'hépatite médicamenteuses, s'il y a éventuellement des formes qui sont spécifiques des médicaments, on verra que non. Hépatite fulminante et médicaments. Comment savoir si un médicament peut entraîner une hépatite? Dans quelles circonstances on peut l'évoquer? Peut-on prévoir la toxicité hépatique d'un médicament? Que faire en cas d'hépatite médicamenteuse? Et j'ai pris à la fin l'exemple du paracétamol qui, en intoxication aiguë, entraîne des atteintes hépatiques. Sinon, c'est un antalgique et un antipyrétique extrêmement sûr. Alors, on y va. Donc, sur le plan pharmacocinétique, il y a des points importants. Vous savez, et ça, c'est ce qu'il faut retenir sur un médicament, la clairance totale est la somme de la clairance rénale et de la clairance hépatique. Et quand un médicament est métabolisé totalement par le foie, qu'est-ce qui est responsable de l'épuration, de l'élimination? Un grand silence suivi. Ça, il faut le savoir. Eh ben, c'est le foie. Et donc, bien sûr, vous avez une excrétion rénale. Quand tout est métabolisé, c'est le foie dont dépend, si vous voulez, l'épuration. Et quand on parle souvent, le Vidal est très mal fait pour la pharmacocinétique, il n'y a pas du tout les points importants, messages qu'on peut trouver rapidement, ce qui est dommage. En fait, tout ce qui est excrété par le rein, il faut savoir si c'est des métabolites inactifs, des métabolites actifs, ou si le médicament lui-même est éliminé sous forme active par le rein. Si le médicament est métabolisé en substance inactive, c'est le foie qui est complètement responsable de l'épuration. Et la clairance, donc l'élimination du produit, va dépendre de la fonction hépatique. Ça, c'est très important. Et alors, comme les médicaments sont casse-pieds, entre guillemets, il y a beaucoup de médicaments, finalement, qui ont une élimination mixte, qui dépendent du foie et du rein, pour s'éliminer. Métabolites éventuellement actifs qui s'éliminent par le rein. Ça va? Parce que la plupart des étudiants parlent d'excrétion rénale d'un médicament. Mais en fait, si le médicament n'est plus actif et métabolisé, c'est le foie qui est important. Et il n'y a pas d'ABAC pour pouvoir calculer éventuellement une élimination en cas d'insuffisance hépatique, alors qu'en cas d'insuffisance rénale, vous avez des ABAC. Bon, donc là, on va revoir les points importants sur le plan de la toxicité hépatique rapidement, le système ADME. Donc, tout est important pour bien avoir les messages complets sur le rôle du foie et éventuellement donc les risques hépatiques des médicaments, puisqu'il est quand même très exposé. Donc, voilà. Alors, pourquoi il est exposé? Justement, c'est le point majeur. C'est qu'en fait, le foie joue un rôle fondamental dans le métabolisme de la plupart des médicaments. Et donc, il faut bien retenir ça. Clairance totale, c'est fonction de l'épuration, soit hépatique, soit rénale, et éventuellement des deux qui peuvent jouer un rôle. Et c'est souvent le cas dans la plupart des médicaments. Donc, en général, les médicaments plutôt liposolubles sont transformés au niveau des cellules hépatiques par le système enzymatique des cytochromes P450. C'est plus volontiers des médicaments relativement déjà liposolubles qui sont métabolisés au niveau hépatique, contrairement aux substances hydrosolubles qui sont souvent éliminées sous forme hydrosoluble, donc et peuvent être éliminées par le rein comme ça. Voilà. Après, l'épuration peut être se situer à plusieurs niveaux. Donc, vous pouvez avoir une chaîne de plusieurs métabolites actifs. Et l'effet premier passage hépatique, c'est important. Et pourquoi c'est important? Vous avez déjà vu ça ou pas? Bon, alors ça va. Donc, on appelle l'effet de premier passage l'extraction par le foie d'une substance présente dans le sang portal. Et si une substance prise par orale
et subit un gros effet de premier passage, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est marqué. Là, ce qui est marqué sur la diapo, c'est qu'en fait, quand il y a une extraction totale ou presque totale, ce qui arrive pour certains médicaments au niveau du foie, eh bien, la substance ne va pas apparaître au niveau du compartiment central, c'est-à-dire au niveau de la circulation générale. Et ça veut dire quoi? Qu'en fait, vous risquez d'avoir, si le médicament est actif, si ce n'est pas un précurseur, s'il est actif, s'il a un effet de premier passage important et qu'on le donne par voie orale, il n'y aura pas d'action ou une action très faible. Donc, on risque d'avoir une inefficacité complète. Ou alors, et ça c'est important aussi à savoir, le médicament est un précurseur, donc il n'a pas d'action propre et l'effet de premier passage va entraîner la formation de la substance active, du métabolite actif. Et il y a par exemple, ça vous pouvez le retenir parce qu'il faut s'en rappeler toujours, l'endoxan, que vous connaissez peut-être, qui est un anticancéreux ancien et alkylant, donc qui fait partie de pas mal de chimiothérapies. L'endoxan cyclophosphamide, pour le nom scientifique, est un précurseur et n'a pas d'action propre. Donc en fait, par voie orale, l'efficacité va dépendre de la fonction hépatique et il y a des différences, si vous voulez, de posologie à bien réfléchir quand on est par voie veineuse ou quand on est par voie orale avec cette molécule. Vous le réapprendrez, mais ça c'est vraiment important et on n'est pas toujours prudent dans ce genre d'évaluation. Voilà. Alors, le métabolisme hépatique. La phase 1, ça entraîne la formation en général de substances actives. C'est la première série de réactions de phase 1. C'est un rappel. Et on a beaucoup de déméthylation, par exemple, de réduction d'oxydation. Et la plupart des molécules sont encore pas mal liposolubles et vont être métabolisées en substances moins liposolubles. La phase 2, c'est des ajouts de groupements avec des conjugaisons. Tout le monde connaît bien la glucuronidation, mais la sulfoconjugaison est aussi importante. Par exemple, pour le paracétamol, je prends cet exemple pour ne pas vous en donner trop 36. En fait, il y a une glycuroconjugaison et elle est moins importante chez le nouveau-né que chez l'adulte. Et le nouveau-né sulfoconjugue plus. Donc, son risque de toxicité hépatique, de ce fait, est plus faible que chez l'adulte ou le grand enfant. Donc là, en général, la plupart, mais pas toujours, la plupart des réactions de type 2 aboutissent à des substances inactives, ce qui n'est pas toujours vrai quand même. Donc en fait, dans les différentes possibilités qu'on a, en partie dans la toxicité hépatique, souvent ça se révèle être un métabolite et pas forcément le médicament lui-même, ou plusieurs métabolites. Donc vous avez la prise du médicament A, des réactions enzymatiques, et vous allez avoir un métabolite de phase 1 et éventuellement un métabolite de phase 2, la plupart du temps, avec un métabolite de phase 1 en particulier qui peut être actif et qui peut être même toxique, avoir une toxicité plus importante que le médicament Princeps. Le médicament Princeps peut être actif, mais peut avoir un métabolite qui peut entraîner des réactions auto-immunes hépatiques, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Et on ne connaît pas tous, si vous voulez, des types de réactions et du profil de toxicité d'une molécule. Alors, quand un patient, et c'est souvent le cas d'une personne âgée, a beaucoup de médicaments, c'est là où on risque d'avoir des interactions et éventuellement des modifications qui peuvent entraîner la formation de substances hépatotoxiques. Donc l'induction, c'est l'augmentation de la synthèse de l'activité des enzymes hépatiques, en partie au niveau des cytochromes P450, sous l'effet d'une influence extérieure, comme l'exposition à des substances chimiques, ça peut être des toxiques qui n'ont rien à voir avec un médicament, et puis éventuellement des substances de type alimentaire. L'alcool, en traitement chronique, est un inducteur enzymatique puissant. Et sur le plan des médicaments, je pense que vous verrez de moins en moins utiliser le phénobarbital, qui est un anticonvulsivant ancien, et puis la rifampicine, par contre, oui. Et ce qui est important, par exemple, c'est un antituberculeux. Vous connaissez la rifampicine ou pas? Vous avez entendu parler ou pas? Oui ou non? Oui. En fait,
dans le traitement de la tuberculose, il n'y a pas longtemps, on a eu un dossier comme ça. En fait, quand on traite une femme par antituberculeux, il faut être vigilant sur la contraception, puisque la rifampicine est un inducteur enzymatique puissant et peut diminuer l'activité de la contraception orale. Il y a une patiente qui s'est retrouvée avec une grossesse, une tuberculose sévère, c'était un petit peu compliqué. Puis il y a le millepertuis qui a un statut de médicament maintenant, qui est un inducteur puissant et qu'il faut bien évaluer au moment de l'interrogatoire d'un patient tout ce qu'il peut avoir pris par automédication ou poursuite d'un traitement sans l'avoir informé son médecin traitant éventuellement. Alors l'inhibition enzymatique, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est un blocage de l'activité des enzymes de l'hépatocyte. Il y a des inhibiteurs plus ou moins puissants et ça peut être des médicaments comme ça peut être des substances chimiques, des plantes ou des aliments. Dans les groupes, si vous voulez, qui sont particuliers, qui reviennent très très fréquemment, au niveau des anti-infectieux, vous connaissez la famille des macrolides. Le chef de file, c'est l'érythromycine. Il y a pas mal de substances antimycosiques qui sont des inhibiteurs enzymatiques. Et chez les patients qui ont des pathologies sévères, qui ont beaucoup de médicaments, il faut être prudent. Le pamplemousse, je pense que vous savez que c'est un inhibiteur enzymatique. Et je pense à un petit garçon chez qui on avait découvert une épilepsie qui était traitée par Tegretol. Vous pouvez oublier, c'est un anticonvulsivant, la carbamazépine. Et en fait, comme il buvait du pamplemousse le matin, mais de façon variable, et quelquefois, il en prenait plusieurs verres, en fait, il y a eu une variation, si vous voulez, dans ses taux plasmatiques. Et en fonction de ce qu'il faisait, il a reconvulsé ou il était complètement somnolent quand il prenait beaucoup de pamplemousse. Et la maman qui était médecin a tout d'un coup réagi en pensant au pamplemousse, mais tout le monde se demandait ce qu'il fabriquait, quoi, si vous voulez. Donc c'est important. Et quand on a plein de médicaments, il faut penser à ne pas prendre de pamplemousse et le dire surtout aux patients. C'est pas du tout anodin. Hein. Alors les interactions médicamenteuses, ça j'ai abordé. Donc je reprends parce que c'est important et c'est là où vous pouvez avoir justement les phénomènes de toxicité hépatique. Vous avez, alors là c'est simple, il y en a un et deux. Le médicament A, le médicament B. Et dans la pratique en général, il y a combien en moyenne de médicaments chez un patient? En réa, il y en a une dizaine, mais c'est des situations hyper aiguës et très urgentes. En gériatrie, il y en a malheureusement plus de 5, entre 5 et 10. Et la moyenne des gens, dans les pays riches, à partir de, disons, 45-50 ans, ont souvent 4 ou 5 médicaments. C'est déjà suspect sur le plan du risque d'interaction entre les divers médicaments. Donc, il y a d'une part l'interaction pharmacocinétique avec un risque d'augmentation de l'effet et de diminution de l'effet. Donc, ce qui est le plus important, si vous voulez, à savoir sur le plan pharmacocinétique pour un médicament, c'est comment il passe, quand il est administré par voie orale, comment il passe la barrière digestive. Si c'est par intraveineuse, c'est 100%. Hein. Donc ça, c'est important, bien sûr. Et quels sont les impacts éventuels qui peuvent modifier ça. Et puis après, on tombe sur métabolisme hépatique et fonction rénale, élimination. Et là, quand un médicament est métabolisé, c'est de plus en plus complexe. Il faut vraiment vérifier actif, pas actif, métabolite actif, métabolite inactif, et être très très vigilant. Ça, c'est la cinétique. Et puis, vous avez tout ce qui est interaction pharmacodynamique. Si vous avez plusieurs médicaments du système nerveux central, plus de l'alcool, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez avoir une dépression respiratoire importante. L'alcool est un bon dépresseur respiratoire et la plupart des psychotropes aussi, par exemple. Voilà. Ça, vous pouvez noter parce que ça peut vous servir dès maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez le site du CHU de Genève, chez les Suisses. La pharmacie de Genève, ils ont un tableau sur les interactions médicamenteuses avec les substrats du P450, les médicaments inhibiteurs, les médicaments inducteurs, ils le mettent à jour. On le trouve facilement, vous faites Google et HUG, H-U-G, les hôpitaux de Genève, et vous allez à Bloc Pharmacie et vous trouvez ces tableaux. Et ce qui est très très bien, c'est qu'ils ont vraiment complété la liste. Ils indiquent aussi tout ce qui est transporteur et PGP.
ce qui n'est pas fait partout malheureusement et qui n'est pas bien fait dans le Vidal pour les interactions. Donc ça, vous pouvez le consulter, c'est une bonne piste pour le travail et pour les examens et pour le travail surtout. Alors, c'est là où ça peut se compliquer. Vous avez un médicament inducteur. Si le médicament princeps est actif et le métabolite inactif, eh bien, on va diminuer l'exposition au médicament, donc l'activité. Ça, c'est ce qu'on croyait simplement il y a une bonne quinzaine d'années. On n'avait pas du tout idée de toute la variabilité qui pouvait exister au niveau du métabolisme hépatique et des interactions possibles. Et si la substance est non active, précurseur, ou éventuellement moins active qu'un métabolite, eh bien, en ajoutant un inducteur enzymatique, vous allez faire quoi quand le métabolite est plus actif ou plus toxique que le médicament? Vous risquez d'entraîner une toxicité éventuelle ou de modifier l'action et de l'augmenter. Et sur le plan inhibition, ben, c'est le raisonnement inverse, hein, blocage des cytochromes, donc accumulation du médicament princeps. Si ce médicament n'est pas du tout actif, vous n'avez pas d'efficacité du tout, et ça c'est important. Ou bien métabolite actif, médicament prodrug, c'est ça c'est la première solution. La deuxième solution, c'est la substance qui va avoir une cascade de métabolites dont certains sont actifs et d'autres inactifs. Et c'est là où c'est quelquefois difficile de pouvoir conclure au niveau des conséquences, surtout s'il y a plusieurs médicaments, mettons 5 ou 6, on finit par plus bien pouvoir prédire ce qui va se passer. Bon, ça je vous l'ai dit, je ne reviens pas dessus. Alors, les formes d'hépatite médicamenteuse, est-ce que, en fonction de ce que vous avez vu au point de vue, je pense, exposé court, est-ce qu'il y a des formes spécifiques des hépatites médicamenteuses? Ça, c'est un grand message à retenir, à la fois pour la pratique et pour l'examen. Oui? Ben, en fait, les hépatites médicamenteuses ne diffèrent pas du tout d'hépatite d'origine organique, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est important parce que vous n'avez pas vraiment, il faut faire un diagnostic différentiel, je vais y revenir, mais vous n'avez pas vraiment d'arguments ou alors une somme d'arguments, mais qui sont quand même une réflexion de probabilité pour dire c'est le médicament. Donc les types d'atteinte hépatique, vous avez fait ça, l'aspect foie et la cytolyse, la cholestase, ça va. Bon. Donc ça peut être une cytolyse, c'est-à-dire que les cellules sont agressées, hein, donc c'est la clinique qui est la plus grave. Cholestase, donc c'est accumulation, éventuellement blocage des canaux biliaires. Ça peut être une hépatite mixte, et souvent les atteintes hépatiques sont mixtes. En général, quand c'est bénin, c'est mixte avec une prédominance de cholestase. C'est souvent ça, c'est un tableau donc mixte. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des médicaments qui peuvent entraîner carrément une dysfonction hépatique, une insuffisance hépatocellulaire. Et ce qui peut aider dans le diagnostic, c'est des signes qui sont dits d'hypersensibilité associés à l'atteinte hépatique. On peut avoir, qu'est-ce qu'on peut avoir comme signe d'hypersensibilité? Une éruption, une hyperéosinophilie. Ça va, ça, l'hyperéosinophilie. Et il n'y a pas que cette cause-là, mais souvent c'est un signal pour évoquer une réaction allergique à un médicament. Il y a bien plein d'autres causes. Et puis, certains médicaments, surtout si on les continue ou si c'est une automédication qui n'a pas été découverte.